Donc, on va continuer cet état des lieux en parlant de la partie transformation. Et notamment, je vais évoquer deux types de production que l'on peut avoir en France. Je vais évoquer la production issue des salaisons sèches et puis la production issue des charcuteries. Alors, c'est vrai que quand on parle de consommation d'énergie dans les ateliers de transformation, il faut prendre en compte la grande diversité des produits qui sont fabriqués en France. Et de ce fait, il y a des usages du gaz, de l'électricité ou de l'eau qui vont être différents en fonction des entreprises et en fonction des process qu'ils ont mis en place. Alors, quand on va parler de salaison sèche, on va s'intéresser bien sûr au stockage des matières premières, qui est une étape incontournable pour tous les ateliers de transformation. Le froid est nécessaire pour cette étape. Alors, le froid, il peut être utilisé pour la conservation en frais, mais également pour la conservation des produits congelés. Les étapes de stockage sont aussi importantes pour un certain nombre de produits, notamment pour les produits secs, parce qu'on va avoir des phases d'étubage, de séchage, d'affinage qui vont être plus ou moins longues en fonction des produits et donc qui vont être consommateurs d'énergie sur des périodes relativement longues. Alors pour les entreprises donc, qui fabriquent des produits agroalimentaires, notamment des produits à base de viande de porc, on a des activités de fabrication qui vont être plus ou moins énergivores. On sait que sur les sites de transformation, on a des machines, on a des équipements qui vont consommer plus ou moins d'énergie. Si on prend l'exemple de la cutter, là, qui est ici à l'écran, on sait qu'elle n'est pas forcément utilisée toute la journée, mais elle demande beaucoup d'énergie électrique au moment où elle est utilisée. On a des fours aussi qui vont être utilisés de façon relativement longue pendant la journée, avec une nécessité de bien réfléchir à l'usage de ces fours. À quel moment sont-ils allumés, à quel moment sont-ils arrêtés, est-ce que j'utilise bien l'énergie qui est produite dans ces fours pour optimiser la cuisson de mes produits. Et puis enfin, Patrick l'évoquait tout à l'heure sur la partie conditionnement, dès qu'on élabore et dès qu'on veut aller jusqu'au consommateur, l'industriel met en place dans ces usines des ateliers de conditionnement qui vont aussi être utilisés une grande partie de la journée et consommer de l'énergie. Alors, il ne faut pas oublier que quand on transforme, on a aussi un certain nombre d'usages qui font qu'on consomme de l'énergie pour produire de l'air comprimé, pour produire de l'eau chaude. Ça va être un usage relativement important pendant la journée. Et puis aussi traiter les eaux qui sont issues de l'activité de transformation. Si je prends l'exemple des charcuteries cuites au travers de données qu'on a pu collecter dans quelques entreprises du Grand Ouest de la France qui travaillent et fabriquent des produits que l'on connaît tous, comme le jambon, le pâté, le boudin ou les rillettes, on se rend compte que la répartition en fait de la facture d'énergie, alors c'était des données de 2015, bien sûr, elles sont plus d'actualité, notamment avec l'évolution récente, mais on se rend compte que la moyenne en fait était de la facture énergétique était de 155 € par tonne produite, avec, comme Patrick l'avait montré, des hétérogénéités. C'est un constat que l'on fait aussi sur la partie transformation. On peut avoir des factures qui sont du simple au double, en fait, dans les entreprises. Et vous voyez que là, dans 5 entreprises donc, qui font de la fabrication de charcuterie cuite, la répartition de la consommation, c'est ici 56% en électricité, 43% en gaz et puis un petit peu de fioul. Alors, ce qui est vraiment important, et je trouve qu'il faut rester un instant sur cette représentation-là, c'est quelle répartition des consommations énergétiques on a. Ici, on a une illustration pour l'utilisation d'électricité et on voit que la production de froid représente ici 48% de l'usage. Donc, quand demain une entreprise doit faire ou doit mettre en place des leviers d'action, il faut bien évidemment se positionner sur les parties, notamment comme le froid, qui ont un intérêt et sur lesquels on va pouvoir avoir des leviers d'action. On se rend compte que la production représente quand même un quart aussi de l'usage, 27%, alors qu'ils vont être liés à ces étapes notamment de cuisson et ces étapes de fabrication avec certaines machines qui vont être énergivores.
Et ne pas oublier voilà, les usages supplémentaires, hein, comme la production d'air comprimé, qui nécessite d'être là pour faire fonctionner un certain nombre d'équipements. Et puis derrière, l'éclairage. Alors des plans d'action hein, peuvent être mis en place sur les éclairages, avec notamment les LED. Mais voilà, c'est des choses qui impactent quand même au final les usages. Donc gardez à l'esprit vraiment cette répartition qui est importante derrière quand vous allez mettre en place après des actions et que vous voudrez économiser de l'énergie. Donc la production de froid, on l'a vu, hein, c'est un grand levier d'action pour la partie transformation, que ce soit pour la partie réfrigération, congélation. Et souvent, c'est un sujet. Moi, quand je vais dans les entreprises et que j'échange avec les responsables maintenance, c'est un vrai sujet avec notamment les mises aux normes qui interviennent de façon ponctuelle et qui nécessitent souvent des investissements lourds pour les entreprises. Alors la cuisson est également relativement énergivore. Hein. Si on prend l'exemple du jambon cuit, il implique une consommation de 1,27 kWh d'électricité et de 0,31 kWh de gaz par kilo de produit. Donc c'est un point sur lequel il faut également avoir des axes de travail, notamment en partenariat avec, en discussion avec les opérateurs pour bien optimiser, je dirais, les temps de cuisson dans les ateliers. Justement, si on parle de gaz et de nécessité d'utiliser, comment est utilisé le gaz aujourd'hui, on se rend compte là encore dans ces 5 entreprises, la répartition en fait de l'usage du gaz, elle va être liée à la production d'eau chaude, qui est relativement importante dans ces process-là, utilisés dans les process, mais également dans le cadre du lavage des ateliers, parce qu'on est nécessité d'utiliser de l'eau chaude. La production de vapeur représente 68% de l'usage du gaz. Et après, en fonction aussi des équipements qui sont disponibles sur les sites, on peut avoir des chaudières qui sont plus ou moins efficientes et on peut avoir des pertes liées à ces équipements. L'utilisation d'eau est un sujet important hein, parce qu'il, Patrick l'a démontré tout à l'heure, en fonction des entreprises, on va avoir des usages qui vont être du simple au triple. On se rend compte globalement dans les études et dans les données que l'on peut collecter que si on paye ou on ne paye pas l'eau, déjà l'usage va être différent. Il y a déjà une facture qui va être plus ou moins impactante. Et c'est vrai que certaines entreprises, des fois, bon, c'est de l'eau de forage, c'est de l'eau qui ne coûte pas, donc elle est utilisée ou peut-être un petit peu moins bien utilisée que si on la paye et si on est vraiment vigilant par rapport à cette facture. Donc cette eau de lavage cette eau est utilisée pour le lavage, pour la production, et on le verra au travers d'un exemple et d'un témoignage d'une PME que cette eau peut être chauffée par différentes manières, bien sûr par la chaudière. Ça a été évoqué aussi par la récupération de chaleur. On a des procédés qui font qu'on peut récupérer de la chaleur et la chauffer pour gagner des calories. Et puis l'énergie solaire est également un usage qui est intéressant pour ce lieu-là. Si maintenant je passe à la partie salaison sèche, et notamment au travers de mesures que l'on a fait, alors ça remonte un petit peu, c'était en 2010, mais on avait réalisé cette campagne dans 5 salaisons qui faisaient de 600 à 4000 tonnes de produits, avec des productions de jambon sec et de saucisson sec. On a aujourd'hui, on avait à ce moment-là fait le constat qu'encore une fois, il y avait une grande diversité des factures énergétiques dans ces entreprises-là. Donc en moyenne, en 2010, on était à 147 € par tonne produite, avec, vous voyez, en fonction des entreprises, des prix qui pouvaient varier du simple au double. On était sur du 100 € versus du 200 € dans des entreprises qui pouvaient avoir des productions à peu près équivalentes. Donc attention à ces usages-là, attention à ces modes d'utilisation dans les entreprises qui peuvent permettre vraiment de faire des économies. Et dans ces entreprises-là, on constatait que l'électricité était utilisée de façon plus importante que le gaz. On avait 91% d'usage comparé à 9% pour le gaz.
Donc, je vous laisserai regarder un petit peu ces chiffres dans le détail, apprendre vraiment avec des pincettes. Encore une fois, hein, c'est des données anciennes, mais ça donne une idée quand même des ratios qu'on peut obtenir dans ces entreprises. Ici, à l'écran aussi, une représentation qu'on avait fait à l'époque avec ces données-là qui permettent de voir qu'en fonction des produits qui sont fabriqués, les kilowatts vont être hétérogènes et on comprend bien que des produits sur lesquels on va avoir des temps de séchage assez longs, comme le jambon sec, vont être plus énergivores que des produits type saucisson sec qui vont avoir des temps de sèche plus courts. Ça permet aussi de voir voilà, une répartition, un jambon cuit par rapport à un jambon sec, et de voir que les consommations d'énergie ne sont pas forcément sur les mêmes axes, c'est-à-dire qu'on a une consommation en jambon sec qui va plutôt être électrique, alors que pour un jambon cuit qui va être presque équilibré entre le gaz et l'électricité, parce que là, encore une fois, on va avoir dans un cas du séchage et dans d'autres, principalement de l'électricité. En tout cas, nous, le constat que l'on fait, et moi pour ma part, hein, je vais dans des entreprises tout au long de l'année, et alors quand j'interpelle les services maintenant, je leur demande où en êtes-vous par rapport à vos consommations d'énergie. Quelques entreprises ont mis en place des plans de comptage. Je ne vais pas dire que toutes les entreprises ont mis en place des plans de comptage, c'est pas vrai, mais certaines sont vraiment dans ces actions-là. Nous, souvent on leur dit, c'est commencer à compter et c'est commencer à économiser. Hein. C'est essayer déjà de savoir où vous en êtes. Mettez en place des ratios énergétiques. C'est pas forcément nécessaire dès le début d'avoir des compteurs un petit peu partout dans les entreprises, mais c'est important de repartir de ce camembert que je vous ai montré au départ, hein, qui permet d'avoir une répartition. Quelles sont les consommations, les principaux postes dans vos entreprises sur lesquels vous pouvez avoir des leviers d'action. Et surtout, il est important de ramener ça au kilo de produit. Donc, avoir des informations connectées avec notamment les ERP pour pouvoir se dire, bah voilà, combien de kilowatts par tonne je consomme, combien de mètres cubes par tonne je consomme. Et déjà, je me mets en place quelque part mes indicateurs pour commencer à travailler. Ensuite, nécessité d'identifier les lignes ou les équipements énergivores. Nécessité d'identifier aussi les pratiques énergivores. Je reprends l'exemple de la cuisson, mais un opérateur dans un atelier de cuisson qui commence à 5 heures du matin et qui va allumer dès 5 heures du matin l'ensemble de ses cellules, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce qu'il ne peut pas attendre 5h15 ou 5h30? Parce que peut-être qu'au moment où les produits vont rentrer en cellule de cuisson, la température du four sera déjà suffisante. Donc, intéressons-nous aux pratiques dans les différents ateliers pour avoir aussi des possibilités d'action. Ensuite, voilà, il y a des équipements qu'il faut renouveler dans les entreprises. C'est intéressant d'avoir au préalable des suivis des consommations. Je prends l'exemple d'une chaudière. Si un vendeur va vous vanter les mérites de son installation, de sa nouvelle chaudière et les économies qu'il va vous faire, c'est intéressant d'avoir un historique. Aujourd'hui, quelle est votre consommation réelle et est-ce que ce fournisseur peut quelque part s'engager sur les économies d'énergie que ce nouvel équipement va vous faire faire. Voilà, et puis enfin, mise en place de comptage, ça permet aussi, et on le verra au travers des témoignages tout à l'heure, mais ça permet aussi de détecter d'éventuelles anomalies, des dysfonctionnements. Je prends l'exemple de fuite d'eau, mais ça peut être d'autres sujets. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, voilà, pardon. On a un petit film qui est parti. Et notre activité est basée sur la fabrication de charcuterie cuite. Donc, principalement, on fabrique beaucoup de boudins, beaucoup de terrines, de pâtés. Notre usine, en 2014, a brûlé. Donc, nous l'avons reconstruit sur le même site. On voulait faire de la récupération sur tous nos groupes froids. Et donc, en complément de cette récupération d'énergie sur nos groupes froids, on est venu greffer le solaire thermique. Le rôle du solaire thermique sur le bâtiment, c'est une fonction surtout sur l'eau chaude sanitaire, parce que nous utilisons beaucoup d'eau pour le nettoyage et aussi dans les process de fabrication. Donc, le solaire thermique nous a permis de réduire nos factures
Donc c'est quand même assez économique malgré l'investissement. Notre installation est devenue plus écologique parce qu'on consomme moins d'électricité, moins de gaz et aussi moins d'eau. Sur la partie économique, le projet solaire nous a coûté dans les 130 000 € et qui a été subventionné donc, par l'ADEME et par la région. Donc, on a reçu pour l'ADEME une subvention de 38 000 € et la région également de 38 000 €, ce qui fait une subvention globale de 58-59% sur la totalité, ce qui est pas mal. La production d'eau chaude sanitaire dans le bâtiment est un système mixte, puisqu'on passe de la récupération du grand ballon sur le petit ballon hydrogaz qui lui fait le complément jusqu'à 70 degrés. Au premier étage du ballon des 40 mètres cubes serait la récupération du froid, puisque c'est elle qui apporte beaucoup, mais très peu en température. Ensuite, sur le deuxième étage du ballon des 40 mètres cubes, on retrouvera la récupération des fumées de la chaudière vapeur. Et sur le troisième étage, on va retrouver le solaire thermique. La partie solaire sur cette installation représente 20% de la production. Sur notre installation, nous avons 76 mètres carrés de capteurs. Il était prévu un rendement au mètre carré de 595 kWh. Et sur le bilan 2016, on a pu obtenir 644 kWh par mètre carré par an, ce qui est une très bonne performance. Alors, le chantier s'est très bien passé, c'est fait dans les délais. Nous nous sommes rapprochés de la case énergie pour étudier un nouveau système à mettre en place et qui serait adapté à la récupération d'énergie et au solaire. Le bâtiment n'avait pas été étudié au départ pour le solaire thermique, puisqu'on était un peu pressé par la reconstruction, vu qu'on était pris un petit peu par les délais. Et quand on en est venu à réfléchir justement et à décider de mettre du solaire thermique sur la toiture, il a fallu repenser certaines choses pour pouvoir adapter le solaire thermique sur la toiture. Donc aujourd'hui, pour l'entretien, on va dire, du solaire thermique, deux choses importantes qui se font 2 fois par an, c'est le nettoyage des panneaux et vérification qu'il n'y ait pas de fuite. Ça ne coûte pas très cher. C'est un très bon bilan. Et le solaire thermique s'intègre bien dans notre système. En plus, c'est très adapté à notre activité industrielle, puisque en agroalimentaire, dans notre secteur, on utilise beaucoup d'eau chaude sanitaire, donc ce qui nous permet de préchauffer cette eau et de faire énormément d'économies là-dessus. S'il y a une conclusion à donner par rapport aux autres professionnels, c'est de bien s'entourer au niveau bureau d'études. Voilà, que le projet soit bien étudié, bien ciblé, pour qu'il soit le mieux optimisé. Rien ne vaut un témoignage de quelqu'un qui a réalisé effectivement des améliorations dans son entreprise. Merci Arnaud. Alors, voilà, on a fini la première partie du bilan. Donc, écoutez, vous pouvez poser vos questions. Le chat est toujours silencieux. Peut-être que dans la salle, vous avez quelques questions à poser à Arnaud ou aux autres. Christophe. Intuitivement, je pensais que la cuisson, c'était plutôt à partir d'énergie thermique. Je vois que c'est plutôt électrique. Qu'est-ce qui justifie cet usage électrique? C'est pour des raisons de meilleur pilotage? Et du coup, si on doit décarboner l'énergie, sur quel poste on peut agir? Alors, je ne suis pas un expert de la cuisson. Alors, sur quel poste, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là? Ça serait eau chaude. Passer du thermique à l'électrique. On doit réduire C'était la position de la dette. Je laisse. Non, en fait, aujourd'hui, en cuisson de jambon, on a 2 grands types de procédés. On a la cuisson traditionnelle qui se faisait en cellule vapeur,
Et donc là, c'est de la vapeur produite par du gaz. Les gros faiseurs de jambon, depuis déjà quelques années, sont passés en procédé thermix. Là, ils vont cuire le jambon en marmite. Et là, on a donc dans de l'eau chaude qu'on peut chauffer, évidemment, avec de l'électricité. Mais pas forcément. On peut aussi chauffer cette eau avec de la vapeur. Et là, on peut choisir. Merci Étienne pour tes réponses. Une question de Anne et Monique. Dans les entreprises de transformation, pour quel type d'usage peut servir l'eau de forage qui ne répond pas forcément des critères de potabilité? Est-ce un levier à encourager dans les entreprises? L'eau de forage peut être utilisée. Après, faut-il encore qu'elle soit potable. Hein. L'utilisation notamment pour le lavage des ateliers peut être largement utilisée. Hein. C'est un gros consommateur d'eau au travers de la journée de production. Il ne faut pas oublier que chaque jour, à l'issue d'une activité de production, il y a une nécessité de lavage et donc un usage d'eau qui est relativement important au regard des surfaces à notre avis. Absolument, oui, c'est une eau de lavage ou de rinçage. Monsieur. Bonjour, Thibaut Maurice de la société Eneradis. Vous parliez tout à l'heure du comptage et du fait que compter, c'est déjà commencé à faire des économies. On comprend bien le principe, hein, puisque en réalisant qu'il y a de gros postes de dépenses, là où on ne le voyait pas nécessairement au préalable, ça peut amener à réagir. Est-ce qu'on a des données chiffrées, en fait, fonction des postes, qui nous permettent de constater de réelles économies à partir du moment où on a mis en place ces plans de comptage et sur telle ou telle activité, qu'est-ce que ça a pu avoir comme incidence à la baisse, évidemment? Alors, ce que l'on a, il existe assez peu de données. Hein. Vous voyez, quand on fait cette présentation, des données disponibles pour pouvoir se comparer par rapport à d'autres entreprises, c'est souvent peu disponible. Par contre, ce que l'on constate, c'est que en fait, dans les entreprises, il y a quand même s'il n'y avait pas du comptage dans les années antérieures, avec des équipements, il y a toujours des services maintenance qui font du comptage, qui ont des registres. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un historique en fait, dans les entreprises et que cet historique soit fiable. Que, quelque part, on mette en place, les entreprises mettent en place des comptages pendant peut-être un an et demi, 2 ans, etc., pour pouvoir être sûr, pour pouvoir se dire, ben voilà, j'en suis là, et à partir de là, je peux agir, ou alors je suis déjà bien, c'est déjà rassurant. Mais des données disponibles, il y en a assez peu, c'est vraiment un historique à construire et une fiabilité de la mesure à mettre en place. Mettre un compteur, c'est pas anodin, mettre un plan de comptage, ça prend un petit peu de temps. Il faut vraiment fiabiliser et être sûr de sa donnée avant de pouvoir l'interpréter. Je vais compléter la réponse. Dans 3/4 d'heure, vous aurez la présentation d'Arnaud Legrand, là, qui est derrière vous, qui a mis un projet en route avec Mathieu Thuot de Briguin, justement sur des comptages dans les usines de Briguin, et qui en a déduit des sources, des gisements d'économie. Donc, vous aurez une totale réponse à votre question dans 3/4 d'heure. Merci.